et à tous et bienvenue. Vous l'avez vu, vous nous avez déjà vu nous préparer un petit peu avant. Il est 19h, on va pouvoir, vous êtes déjà plus de 40 à nous suivre, donc merci beaucoup de suivre ce 9e lundi de prostitution et société. Ça fait maintenant 2 ans qu'on a ce rendez-vous trimestriel avec vous, organisé par le comité de rédaction de notre revue Prostitution et société, dont le numéro 215 vient de sortir. Les abonnés ont dû le recevoir dans leur boîte aux lettres la semaine dernière. Voilà. Donc, ce webinaire, l'objectif, c'est évidemment parler de prostitution et de société, de droits des femmes, etc. Vous pouvez vous abonner à la revue. Lina, qui est notre autre intervenante ce soir, vous posera les questions tout à l'heure et vous mettra dans le chat la conversation, tous les éléments complémentaires que vous pourriez vouloir avoir. Voilà. Donc, ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Geneviève Albert, la réalisatrice de Noémie Dioui. Bonsoir. Et Hélène Fréquinger, historienne du cinéma. Bonsoir. Je vérifie, là, j'hésite parce qu'à mon écran, je ne vois pas les intervenantes, donc j'espère que vous les voyez. Si quelqu'un peut me le confirmer peut-être dans la conversation. Oui, voilà, c'est bon pour les... Voilà, ok, très bien. Alors, ce soir, on va vous parler autour du film Noémie Dioui, qui sort le 26 avril sur les écrans français et qui a été réalisé donc par Geneviève, qui nous fait le plaisir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci beaucoup Geneviève de passer par nos locaux de Clichy dans cette incroyable tournée d'avant-première à travers toute la France qui se déroule entre la semaine dernière, en commençant par Lille, jusqu'à la fin du mois, donc avec la sortie du film. Les avant-premières, certaines et certains d'entre vous y ont peut-être déjà pu y assister. Je vais citer celle qui aura lieu lundi prochain, 10 avril, à l'UGC Léal à Paris. Si vous le souhaitez, à un moment donné, éventuellement avoir une invitation, vous pouvez m'écrire à communication@mouvementduni.org. Lina va vous mettre les informations dans le chat. Voilà. Des avant-premières, il y en a dans toute la France. Vous pouvez les trouver sur notre site mouvementduni.org. Donc ce soir, notre thématique est extrêmement intéressante et s'adapte particulièrement bien au film de Geneviève Albert, Noémie Dioui. Depuis sa sortie au Québec, on a souhaité soutenir ce film, être partenaire du film, car il est un peu le film qu'on n'attendait plus, nous, de notre côté, dans le cadre des films de fiction. Sur le fond, il décrit au mieux la réalité de ce qui mène une mineure, fût-elle puissante, forte, dans les filets d'un proxénète. Et c'est un parcours qui peut aussi s'adapter à beaucoup de majeurs. Hein, voilà. Geneviève vous expliquera pourquoi elle a choisi la prostitution des mineurs. Le film montre que malgré la force de Noémie, son intelligence, des moyens dans sa personnalité, elle se retrouve après 55 minutes de film où elle a dit non, elle va finalement dire oui. La grande force du film est donc de rendre visible la réalité de cette prostitution qu'on connaît, mais aussi de rendre visible celui que d'habitude les films s'emploient à ne pas montrer, qui est le client, ou plutôt les clients, dans la répétition des clients que va rencontrer Noémie dans la prostitution. Et c'est là qu'intervient notre thème du jour. Peut-on représenter la violence, en particulier dans la prostitution, sans la reproduire?
cette thématique, qui est une thématique féministe autour du cinéma et dont Hélène pourra également aussi nous parler, est centrale par rapport à l'immense majorité des films qui parlent de prostitution, des fictions qui parlent de prostitution, en règle générale. Souvent, ces films sont vus d'un point de vue qui ne peut pas se satisfaire un regard féministe, parce que ce sont des films revictimisants. Voilà. Mais avant de commencer à parler de ce sujet, il faut quand même, puisque vous n'avez, je pense, en majorité d'entre vous, pas encore vu le film, peut-être que Geneviève, tu dises un peu, un, c'est quoi Noémie dit oui, qu'est-ce qu'on va voir, et deux, pourquoi tu as fait le film. D'accord. Alors, Noémie Louis, donc ça raconte l'histoire de Noémie qui a 15 ans et qui est qui vit dans un centre jeunesse, en fait, parce que bon, elle a une famille très, très compliquée, un père absent, une mère qui a beaucoup de mal à s'occuper d'elle. Et donc, après une grande, grande déception, elle va fuguer du centre jeunesse et assez rapidement, on va lui proposer de devenir escorte pendant le Grand Prix de Formule 1. Voilà, ça, c'est c'est le synopsis du film. La raison pour laquelle moi j'ai fait un film sur ce sujet-là, c'est que en fait la prostitution, c'est une réalité moi qui me bouleverse depuis que moi-même je suis adolescente en fait. À partir du moment où j'ai pris connaissance de cette réalité-là, j'ai pas compris. J'ai pas compris la réalité qui consistait à acheter un corps pour en disposer sexuellement à sa guise. Donc, c'est un sujet qui était tellement fort pour moi que finalement, ça m'a toujours accompagnée jusqu'à ce que je sois en mesure de réaliser un premier film. Alors, c'est un sujet qui m'a choisi en quelque part plutôt que l'inverse. Et peut-être que je peux tout de suite dire pourquoi j'ai choisi un personnage adolescent. Oui, oui. Alors, c'était pas l'idée de départ nécessairement de choisir un personnage adolescent, mais c'est qu'au fil de mes recherches, j'ai fait beaucoup de recherches sur la prostitution au Québec et au Canada. Et au fil de mes recherches, j'ai appris que l'âge moyen d'entrer dans la prostitution au Canada, c'est 14-15 ans. Ce qui veut dire qu'il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui commencent à 11-12 ans, d'autres qui commencent à 16, mais en tout cas, l'âge moyen, c'est 14-15 ans. Et c'est vrai que moi, je ne pensais pas en fait que cette statistique-là pouvait en être une de notre pays. Ça m'a vraiment ça m'a fortement indignée, en fait, c'est là où j'ai choisi de mettre en scène donc, un personnage adolescent qui tombe dans la prostitution. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, la question, comment, pour cinéma et prostitution, comment représenter la violence sans la reproduire, elle est vraiment très importante à deux points de vue, à la fois pour les spectateurs et spectatrices, qui sont habitués, donc je le disais, à voir des images érotisées du point de vue de l'agresseur, etc. Et aussi du point de vue de l'actrice, puisque on peut reproduire la violence à la fois à l'écran pour d'éventuelles victimes qui le regarderaient, pour toutes les femmes qui peuvent se sentir agressées par le regard, etc. Mais aussi, on peut reproduire la violence par rapport aux actrices ou aux acteurs qui sont dans le film. Donc, c'est un peu les deux parties, les deux thèmes qu'on va aborder dans cette soirée. Et bien sûr, vous pourrez poser des questions dans le formulaire questions-réponses, hein, si possible pas dans le chat, ça permettra plus facilement à Lina de les récupérer pour ensuite vous les poser. Donc, première partie, en fait, et nous, on a été marqués en voyant le film par les choix de mise en scène que tu as fait pour essayer justement de ne pas reconduire la violence. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels sont ces choix que tu as faits? Oui. Donc, à la 55e minute du film, Noémie finit par dire oui. En fait, elle cède, vous allez voir, mais elle cède à quelque chose plutôt qu'elle ne consent. C'était tout le débat que j'avais, dans le fond, dans l'écriture du scénario. Et ce que j'ai fait, c'est que d'abord, il y a beaucoup de clients. En fait, il y a beaucoup de scènes de prostitution dans mon film parce que je n'étais pas intéressée à ce que les gens comprennent ce qu'est la prostitution, parce que ça, on le sait. En fait, on le sait, évidemment. On a déjà vu des films là-dessus ou des scènes et tout ça. Ce qui m'intéressait, moi, c'est que les gens la ressentent, que ce soit vraiment une expérience qui s'approche plus du sensoriel puis du viscéral plutôt que de la compréhension.
Donc, c'était de quitter le monde des idées pour plutôt plonger dans le monde du concret, le concret de la prostitution. Et pour moi aussi, la prostitution, donc, il y a une violence qui est inhérente à la prostitution et on n'a pas besoin de violence apparence pour que la prostitution soit violente en soi. C'est aussi mon, mon approche, disons, ma croyance. Alors, toutes ces réflexions-là ont fait en sorte que, voilà, dans mon film, j'ai mis 15 scènes de prostitution et je me suis beaucoup cassé la tête à savoir comment j'allais filmer ces fameuses scènes-là pour justement pas reconduire une violence ou pas reconduire, comment dire, pas insinuer que que ça peut être sexy, que ça peut être érotique, que ça peut être plaisant, que ça peut être pornographique aussi. Bon, vraiment, j'ai voulu m'éloigner de toutes ces représentations-là. Et finalement, j'en suis venue à tourner ma caméra vers les clients, en fait. Donc, surprenamment, le film est dur. Bon, il fait vivre quand même des grandes émotions, mais en même temps, mon regard est assez pudique sur la prostitution. C'est-à-dire que j'ai préservé justement et mon actrice et mon personnage, donc à la fois Kelly DePau qui incarne Noémie et Noémie, je les ai préservés de les sexualiser, de les mettre nus à l'écran pour aucune raison, de tourner des scènes de façon trop frontale et tout ça. Et donc, j'ai isolé, en fait, finalement, j'ai isolé les clients dans le cadre pour mettre en scène ces scènes de prostitution. Voilà, c'était ma démarche. Et donc, tu les as isolés dans le cadre, mais ça a une signification au-delà parce que, évidemment, on les voit parfois ensemble, avant, après la scène. On voit éventuellement un bras, une jambe de Noémie, mais il y a une raison vraiment pour laquelle tu ne voulais pas que pendant ces scènes de prostitution, on les voit tous les deux ensemble dans le cadre. Oui, oui. Alors, il y a un film qui a été déterminant donc, dans ce choix de mise en scène-là, puis c'est Mourir à tue-tête d'Anne-Claire Poirier, qui est un film qui a été fait, je pense, en 1979. Oui, il est sorti en 79 et il a été fait en 78. Exact, voilà. C'est un grand film, en fait, sur le viol. Et dans le film, donc, il y a deux réalisatrices qui sont en train de monter un film sur ce viol qu'elles ont filmé. Puis là, elles se demandent comme, justement comment le représenter, quoi mettre à l'écran, quoi ne pas mettre à l'écran. Finalement, je pense que c'est la monteuse qui dit en fait, on peut pas on peut pas mettre le violeur et la victime dans un même cadre parce que ça insinue un couple, en fait, puis un viol, c'est tout sauf un couple. Et ça, j'ai trouvé ça génial comme idée, en fait. Puis moi, je me suis dit, ben la prostitution, c'est la même chose pour moi. La prostitution, c'est, bon, là, on est moins dans le couple, ben, on n'est pas du tout dans le couple, dans le viol non plus, mais moi, je parle plutôt de relation. Donc, pour moi, la prostitution, c'est pas une relation. Puis en fait, c'est souvent mis de l'avant comme une relation dans des films. Comme la prostituée puis le client vont discuter ensemble, ils vont souvent se revoir parce que le client, par exemple, va revenir voir cette même fille ou cette même femme et tout ça. Donc, c'est assez fort l'idée de relation dans les représentations de la prostitution habituellement dans les films ou les séries. Et donc, moi, j'ai voulu m'éloigner complètement de ça. Alors, ils ne sont jamais dans le même cadre pendant l'acte prostitutionnel. Ce qui fait que visuellement, il n'y a aucune relation qui est suggérée. D'accord, donc c'est assez extraordinaire parce qu'en préparant cette soirée, bon, c'est extraordinaire, mais c'est pas étonnant de la part d'Hélène Fléquinger, donc historienne du cinéma et qui connaît mieux que personne la vidéo féministe des années 70, 80. Ouais, je travaille plus sur les années 70, ça veut dire sur les années 70, ultérieures. Mais... Voilà, qui a fait sa thèse dessus. Et elle me dit que ça lui fait d'avoir vu le film, lui a fait penser à un film, et elle me cite immédiatement Mourir à tue-tête, effectivement, voilà. d'Anne-Claire Poirier, donc film québécois en l'occurrence, et en fait tourné en 16 mm, donc en technique argentique, et qui ensuite a été gonflé en 35 mm, qui par ailleurs est un film évidemment de dénonciation du crime de viol, et qui est sorti en salle et a eu un très très gros succès, et qui a été vu ensuite sur la télévision d'État au Québec, et ça a dépassé même 1 500 000 spectatrices et spectateurs. Donc énorme succès, enfin film très important d'une cinéaste femme féministe
depuis les années 60, réalisatrice depuis les années 60 en fait, hein, au Québec, et donc extrêmement importante avec une filmographie incroyable. Et donc Mourir à tue-tête, c'est effectivement pour la période des années 70 d'un point de vue féministe un film phare sur cette question de la représentation du viol. Et bon, j'ai été amenée à travailler il y a quelques temps déjà sur ce film. Et effectivement, en préparant la séance d'aujourd'hui, j'avais préparé un extrait sans savoir que c'était précisément ce que tu viens de raconter, en fait, puisqu'on n'en avait pas discuté juste avant. Donc, je ne sais pas, Sandrine, on montre tout ça pour vous dire qu'on va vous montrer l'extrait. On n'en aura qu'un pour la séance. Voilà, un extrait. Voilà. Et la bande-annonce que je n'ai pas montrée tout à l'heure, mais on vous la montrera tout à l'heure. Voilà. Donc l'extrait du film d'Anne-Claire Poirier. Donc la question du coup cette question de la représentation et du dispositif politico-éthique, esthétique évidemment à mettre en place, est très très bien formulée dans cette séquence de mise en scène entre le personnage en fait, de fiction de la menteuse que tu viens de dire avec la réalisatrice. Oui, c'est la réalisatrice dans la séquence. Alors le temps que je partage mon écran. La réalisatrice dans le film, hein, enfin la réalisatrice, le personnage de fiction, puisque c'est un métafilm. Un film sur le cinéma en même temps. D'accord. Voilà. Après, ça fait du partage. Oui. Un homme qui va se reconnaître dans ce regard-là, il est plein de gros dégueulasses. Ils vont lire ça comme les descriptions des viols qu'ils lisent dans les journaux, comme si ça arrivait avec quelqu'un d'autre, à quelque part ailleurs, loin. Ah, je sais. Mais en même temps, si on veut créer une référence, que tout le monde comprenne, c'est important qu'il soit là, ce viol-là. Le viol dégueulasse, là, dans le fond d'un troc. Là, tout le monde comprend, tout le monde trouve ça épouvantable. Tout le monde trouve ça effrayant. Puis que les hommes ne se reconnaissent pas dans ce violeur-là, je suis pas sûre, moi. Ah, c'est vrai que c'est pas sûr, ça. Ouais, parce que l'autre jour, Jacques est rentré dans la salle de montage, puis j'étais justement en train de monter la séquence du viol. Puis j'ai montré, voir ce qu'il en pensait. Ma fille, j'étais pas mal surprise. Mais pour dire qu'on connaît pas grand-chose de la réaction des hommes. Il savait bien que dans le film, on voulait pas provoquer de désir sexuel chez le spectateur, mais apparemment que quand le violeur la déshabille puis qu'il arrache son linge, au moment de la prise de possession, apparemment que c'est bien difficile pour un homme de ne pas trouver ça érotique. Peut-être que c'est normal, ça, l'instinct de viol, peut-être qu'ils l'ont tous. Peut-être que ça fait partie du pouvoir sexuel de l'homme, ça, la domination. Fait qu'il faut qu'on apprenne à connaître ça. Apprendre à vivre avec. C'est une façon d'utiliser qui est positive. Je m'écarte du sujet pas mal. Là. Non, on est en plein dedans. Parce que la vérité, tu sais, on la cherche. Une chose est sûre, en tout cas, c'est qu'il ne faut pas les voir ensemble. C'est pas un couple, le viol. Même le contraire d'un couple. C'est quelqu'un qui se fait prendre son identité. Quelqu'un qui se fait prendre de force. Quelqu'un qui se fait tuer en dedans. On peut la voir, elle, après, quand le viol est fini. Là, on peut être avec elle. On n'a plus besoin d'être à sa place. Voilà, donc c'est assez édifiant hein, pour voir un peu l'héritage qui a été transmis par le film pour Noémie Dioui.
Alors, ça me fait penser, en revoyant la fin, à une autre chose qui m'a beaucoup marquée et intéressée dans Noémie dit oui, c'est que, bon, il y a ces scènes où elle reçoit les prostitueurs. Alors, c'est pendant le Grand Prix de F1 de Montréal qui dure 3 jours, elle est dans un hôtel et donc il va y avoir 37 en fait clients. Et on voit aussi souvent entre ce qui se passe pas pendant les scènes de prostitution, mais avant, après, etc. Et c'est là aussi qu'on voit et que c'est violent, parce qu'on voit ce que ça lui fait. En fait. Dire comment tu as conçu ces scènes, ces parties de scènes-là aussi. Tout ce qui est... Oui, c'est ça. En fait, c'est que je vais redire un peu ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire que j'ai voulu vraiment, moi, habiter comme que ce soit concret, vraiment. Elle dit ça aussi dans le film, c'est-à-dire qu'on s'imagine que et le viol et la prostitution, c'est loin, c'est pas nous, ça ne nous concerne pas, il y a une espèce de distance inhérente. Alors moi, j'ai voulu rendre ça très concret, puis ça, ce qui m'a inspiré, disons, pour cet élément-là, c'est entre autres le livre Putain, donc de Nelly Arcan, qui est une autrice québécoise, qui a écrit un livre donc, qui s'appelle Putain et qui, en fait, c'est son histoire. Elle a été une escorte pendant assez longtemps. Puis elle a un destin assez tragique, parce qu'en fait, elle s'est suicidée en 2009, je pense. Je ne vais pas dire de bêtises, mais... et dans son livre, qui est un livre que je vous conseille, c'est absolument percutant. C'est une écriture donc extrêmement concrète et donc suffocante de par ce concret-là. Puis je me rappelle, elle décrit, entre autres, le poil des clients qui roulent en boule dans la toilette. Puis, enfin, moi, c'est des images qui me sont restées, que j'ai trouvées très, très fortes. Puis je me suis dit, ben oui, c'est ça. La prostitution, c'est concret. C'est pas une idée, c'est pas un concept, là. C'est des corps qui sont pris de force, effectivement. Et entre les scènes, donc, il y a toutes sortes de choses qui doivent être faites, comme refaire les lits, jeter les condoms, se laver, refaire le maquillage, etc. Faire passer le temps aussi, il y a beaucoup de temps mort. Fait que ça, j'ai voulu que Noémie aussi habite, disons, cet espace dans le film. J'aurais peut-être justement une question aussi sur la manière dont tu as écrit en fait le scénario, parce que c'est très documenté, justement. Donc, comment tu as travaillé finalement pour restituer ce point de vue, comme tu expliquais, un point de vue finalement dans la lignée de Claire Poirier, de l'intérieur finalement, et comment tu as construit tes personnages, parce que c'est extrêmement fort, en fait, la manière dont tu amènes les choses, parce que tu l'as dit tout à l'heure. La violence, on la ressent extrêmement fortement en tant que spectatrice et spectateur, spectatrice. Mais ça ne vient pas d'abord, et très peu, en fait, par des actes. Enfin, il y a un client qui se trouve violent, effectivement, dans ce que tu présentes, mais sinon, aucun, par exemple, ne l'est. La violence ne vient pas de là, en fait. Et comment donc tu as travaillé sur ce réel, et même les personnages, en l'occurrence, le personnage, le copain proxénète de Noémie. Comment tu as construit, par exemple, son personnage à lui aussi, d'ailleurs, parce qu'il est particulièrement marquant, je trouve, dans ce dispositif de piège. Oui. Ben, j'ai fait donc énormément de recherches, effectivement. Donc, j'ai rencontré des adolescentes qui étaient prostituées au moment où je les ai rencontrées. J'ai rencontré aussi des femmes qui s'en étaient, elles, sorties pour la plupart. Puis j'ai rencontré un proxénète. Donc, j'ai rencontré un proxénète de 17 ans. Il avait 17 ans au moment où je l'ai rencontré. Et moi, je m'attendais à rencontrer quelqu'un que j'allais haïr de suite. Puis en fait, j'étais devant un jeune homme hyper intelligent, hyper charismatique, qui avait de la répartie, qui était rigolo. Puis vraiment, je me suis dit, ben, c'est sûr et certain qu'une jeune fille devant quelqu'un comme ça ne va pas se méfier d'aucune façon, en fait. Et donc, ça rend le recrutement beaucoup plus sournois, là. Puis je pouvais très bien comprendre qu'il y ait des filles qui disent facilement oui, ou en tout cas plus facilement oui, avec quelqu'un comme ça qui a l'air hyper bienveillant, qui a l'air sympathique et tout ça. Donc, ça, c'est sûr que ça a été déterminant
ça a été super important pour la construction du personnage de Zach, entre autres. Je pense que ça m'a permis d'éviter certains écueils, peut-être, parce que de prime abord, c'est sûr que, bon, pour moi, évidemment, les proxénètes sont absolument dans le tort, là, puis c'est pas des êtres que je porte dans mon cœur. Cela étant dit, c'est ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que, bon, autant c'est évidemment Noémie et toutes les filles les grandes perdantes, autant ce proxénète-là, par exemple, avait un parcours de vie aussi absolument catastrophique. De la même façon que les jeunes filles que j'ai rencontrées, pour la plupart aussi, avaient des passés quand même fragilisés de toutes sortes de façons. Ce proxénète-là, ce jeune homme-là de 17 ans, venait aussi comme d'un milieu super pauvre. Il était donc d'origine arabe, donc il a souffert de racisme. Il a vu ses parents souffrir de racisme aussi. Puis lui, à l'âge de 7 ans, il s'est dit, moi, j'ai pas envie d'être pauvre. Et donc, je vais m'organiser pour que ça se passe pas comme ça. Donc, il a commencé c'est là où il est tombé dans la délinquance à un très jeune âge, dans le fond. Donc, à l'âge de 7 ans, il volait du chewing-gum, après des Nike, après des téléviseurs, après bon. Puis finalement, il s'est mis à vendre de la drogue. Puis éventuellement, en fait, puis ça m'a marqué aussi, c'est que donc, ils sont dans des gangs de rue. C'est pas des gangs très, très organisés, hein. Pas ceux que j'ai rencontrés. Je sais que ça existe évidemment dans la prostitution. Moi, c'était une petite gang de rue, quelques personnes, des amis qui suivent depuis assez longtemps, en fait. Et en fait, il s'est fait dire par des copains que c'était moins dangereux de prostituer des filles que de vendre de la drogue. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de chances de se faire arrêter, il y avait moins de chances de payer des amendes, c'était moins dangereux. Donc, lui, c'était strictement, je veux dire, c'était une équation économique et pour emprunter aussi la route de la facilité. Fait qu'il a fait ça comme si de rien n'était. C'est un peu ça que je montre dans mon film aussi, toute la banalité qui entoure ce milieu-là. C'est-à-dire que pour les proxénètes, c'est banal. C'est juste qu'ils font de l'argent, puis c'est tout. C'est banal. Puis malheureusement aussi, c'est que dans les gangs de rue, c'est banal aussi. La sexualité est banalisée. Donc, les filles qui sont dans ce milieu-là, en fait, sont toutes prostituées. Ils se font toutes exploiter sexuellement par la gang. Puis c'est valorisé. Puis ils se font toujours dire que c'est coucher avec quelqu'un, so what, c'est pas grave. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. C'est très, très longue. Non, sur la construction des personnages. Pour revenir sur les bons, le gentil client, les gentils clients, les mauvais clients, c'est très important. Bon, le premier objectif du film, c'est qu'on soit en empathie en permanence, qu'on soit avec Noémie, qu'on soit l'expérience de Noémie. Et là, effectivement, sur les 15 qu'on voit, il n'y en a qu'un qui est violent, violence qu'on ne voit pas, qu'on entend. Mais pour autant, c'est très, très dur pour nous à regarder. Et on ressent que même quand ils sont gentils, banals, qui ne disent pas grand-chose, qui ne font pas grand-chose, etc. Voilà. Et ça... comment est-ce que tu as fait pour faire ça? Voilà, je sais que c'était ton propos, mais voilà. Oui, c'était définitivement une intention de ma part, en fait, que les clients soient ordinaires, qu'il n'y ait pas de violence qui vienne d'eux nécessairement. Bon, il y en a un qui on sent qu'il y a une scène violente qui se passe, mais comme tu as dit, c'est entièrement hors champ, c'est-à-dire que je n'ai pas filmé ça. Mais sinon, c'est des clients que j'ai voulu banaux, donc ordinaires, des clients aussi de tous les portefeuilles, de tous les milieux socio-économiques, de toutes les beautés ou les laideurs, vraiment de tous les âges aussi. Donc, parce que les clients, c'est tout le monde. C'est pas compliqué, là. Ça, en fait, non. Les clients, ça peut être tout le monde. Voilà. Évidemment, tous les hommes ne sont pas des clients, c'est une excellente nouvelle, mais disons que, ben voilà, c'était très, très important pour moi. Qu'on ne puisse pas les catégoriser, en fait, qu'on ne puisse pas dire, parce qu'après, on entend dire dans les débats sur la prostitution, oui, mais si la personne peut choisir les clients, s'ils sont sympathiques, ça se passe dans des bonnes conditions. Dans mon film, en quelque part, ça se passe dans des très bonnes conditions, en quelque part. C'est une belle chambre d'hôtel. Justement, il y a juste un client qui est violent, mais sinon, on se dit, bon, puis c'est pas mieux. C'est tout aussi aliénant, violent, terrible, cauchemardesque. Donc, voilà. Dans l'extrait qu'on a vu, elle dit vraiment, j'ai montré à des hommes, ils savent ce que c'est atroce.
et ils disent quand même que ça provoque potentiellement une excitation pour eux. Alors ça, c'est bon, aussi sidérant que ce soit pour nous même d'entendre ça. J'ai du mal à m'imaginer que ce soit possible dans Noémie dit oui. Et est-ce que tu en as parlé avec des spectateurs? Est-ce que éventuellement, voilà. J'ai pas eu à poser la question à des spectateurs, c'est-à-dire que d'eux-mêmes, les hommes, puis les jeunes hommes aussi qui viennent voir le film, viennent me voir pour me dire « Wow, je suis troublée, c'est dur, ça va me prendre du temps à m'en remettre. » Donc, vraiment, je pense que ça, c'est quelque chose que je suis contente d'avoir réussi. Effectivement, c'est que on ne peut pas sortir de mon film. Il n'y a aucune scène, en fait, où tu te dis « Wow, c'est formidable. » Ou enfin, ça peut... Il n'y a aucune scène, en fait, je pense, qui peut réveiller un fantasme, quel qu'il soit. Voilà. Fait que ça, c'est... évidemment, ça fait partie de mes réflexions. Ouais. Moi, ce que je trouve extrêmement fort, justement, dans le film, c'est aussi qu'on est constamment, en fait, nous, en tant que spectatrices et spectateurs, au travail et en situation de devoir, finalement, aussi, en quelque sorte, reconstruire la scène, mais du point de vue de Noémie. Et je trouve que le travail que tu fais sur le son est particulièrement fort, et je trouve que c'est beaucoup, en fait, par le son que c'est insupportable, en fait. Je trouve, moi, c'est par le son, personnellement, que ça m'a tout particulièrement marqué, parce que voilà, c'est extrêmement travaillé. Ouais. Et évidemment, après, il y a la question des cadres et des détails que tu filmes, tout ce qui a été dit avant, sur le fait que les ne sont pas ensemble dans le plan, etc. Mais, donc, c'est nous qui reconstruisons, en fait, le film. Et donc, on est obligé nous-mêmes de nous positionner. On a de la place, mais on est obligé de la prendre. Et on est forcé à choisir une position. Et je pense qu'on est amené à une prise de conscience aussi, en tout cas, si on le fait en amont, mais je veux dire, dans le vécu de ce film-là. C'est peut-être aussi pour ça que le film est tellement marquant pour beaucoup de spectatrices ou spectateurs qui me l'ont dit. Nous, il se trouve qu'en équipe, on l'a vu il y a plusieurs mois maintenant, et je sais que c'est un film qui a beaucoup marqué tout le monde, et ça, c'est impressionnant. Alors Hélène, pour préparer cette rencontre, je t'ai demandé un petit peu dans toute ta connaissance des films féministes, etc., et sur la prostitution, mais élargissons-le sur la question du viol en général. Qu'est-ce qu'il existe? Est-ce que tu as des films qui pouvaient aller aussi loin sur la réflexion sur cette question? Et aussi, question corollaire, qu'est-ce qui visuellement permet de faire la différence entre la scène de viol qui peut, voilà, où elle pourrait rencontrer un client, et la violence dans la prostitution, le viol dans la prostitution? Oui, alors on va pas refaire un parcours de l'histoire du cinéma. On pourrait dire de toute façon que, comme dans surtout comme dans l'histoire de l'art, la sexualité, justement, et là on ne parle pas de sexualité précisément, mais ce qu'on pense ou ce qui passe au cinéma comme de la sexualité, on va le dire, c'est toujours de la violence, en fait, dans le cinéma dominant, pour le dire un peu caricaturalement, et un peu dans l'histoire de l'art, en fait. Il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus. Je ne vais pas forcément même épiloguer, mais d'un point de vue féministe, là, c'est plutôt ça qui va nous intéresser ici. Finalement, moi, peut-être parce que je suis bloquée sur les années 70, justement, et sur l'époque du mouvement de libération des femmes en particulier, c'est que ce qui me venait en tête, en fait, c'était beaucoup plus des films documentaires que des films de fiction. Alors, on peut en parler après, quand même, des films de fiction, et en l'occurrence, pour le Québec, Mourir à tue-tête de Claire Poirier, ou pour la France, L'amour violet de Yannick Bellon, en 77, qui sortira en 78, tous deux inscrits vraiment dans la lutte pour la reconnaissance du viol comme crime. Mais là, en l'occurrence, avec deux stratégies, d'ailleurs, on peut déjà le dire maintenant, deux stratégies de représentation qui n'ont absolument rien à voir, en fait. On l'a dit tout à l'heure, pour Mourir à tue-tête, le point de vue est vraiment celui... tout est filmé du point de vue de la femme violée, et avec des plans très rapprochés, et on voit vraiment le visage du violeur, en fait, qui est cadré de manière... on en a vu. C'est littéralement une caméra subjective. C'est ça, en fait. Exactement. C'est vraiment, la caméra est à la place du visage. Et là, directement, et vraiment dans
Enfin, voilà, ça, c'était un choix, et c'était très, très dur. Par ailleurs, la séquence, elle dure 15 minutes dans Mourir à tue-tête. C'est intercalé de plans de coupe rouges, puis après aussi des plans de coupe noirs. Donc, c'est d'une dureté très... Voilà, c'est quasi insoutenable. Mais voilà, avec ces choix qu'on a indiqués, hein, politiques et esthétiques, très forts. Dans, par exemple, L'amour violet de Yannick Bellon, ce n'est pas du tout les mêmes choix qui avaient été effectués. Ça a été d'ailleurs pas mal critiqué à l'époque, parce que c'est souvent des plans larges, et même au niveau du scénario, il y a une... Alors, par ailleurs, là, la scène du viol, le choix a été fait dans les deux cas, de représenter la scène de viol dans la longueur. Là, c'est 7 minutes, en l'occurrence, 1 minute 15, et c'est également très, très au début du film. Simplement, là, le choix qui a été fait est un choix plutôt de caméra très distanciée. C'est limite une caméra, je vais presque dire, de pseudo-neutre, qui évidemment, du coup, a été assimilée à une caméra de voyeur, en fait. Beaucoup, à l'époque, et très critiquée par des féministes, donc expliquant que finalement, probablement là, elle avait finalement raté un peu son opération, Yannick Bellon. Et effectivement, même dans le scénario, il y a quand même une maladresse qui est qu'au début, il y a même une scène, comme c'est un viol collectif, hein, il y a 4 hommes violeurs, avec d'ailleurs aussi une fourgonnette au début, elle est embarquée. Dans les deux cas, c'est un viol qui tente à faire croire que le viol est quelque chose d'exceptionnel, toujours dans de la violence, ou toujours en l'occurrence dans du collectif. Enfin, on sait très bien que ce n'est pas du tout la réalité du viol. C'est une parenthèse, aujourd'hui, scénaristiquement, on ne ferait sûrement pas les mêmes choix. On ne fait pas les mêmes choix d'ailleurs. Et juste pour en revenir simplement à L'amour violet, même au niveau du scénario, donc au début, il y a même une scène entre guillemets de striptease demandée par les violeurs, mais qui du coup est finalement un peu reproduite. Enfin, donc voilà, c'est vraiment pas les mêmes choix qui sont faits à l'époque. Donc ça a fait polémique. Donc, sinon, c'est beaucoup des films documentaires à l'époque, dans les années 70, qui vont, alors là, pour le coup, évoquer, traiter de ces questions du viol. Il y en a évidemment aussi les films militants féministes de l'époque sur la prostitution. Il y a en France un film tourné en 75, une rencontre entre Kate Millett et Christine Delphi et Monique Wittig, donc, deux féministes pionnières du MLF, en 75, donc, et qui évoquent la prostitution et surtout dénonçant la prostitution en posant cette question de comment dénoncer la prostitution, bien sûr, en soutien et en solidarité radicale avec les femmes prostituées. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très développé, qui était très, très important dans les débats. Et j'aurais juste envie, peut-être, je voulais te poser une question sur le titre. Oui, parce que, ayant les références des années 70 évidemment en tête, le titre de ton film Noémie dit oui m'a immédiatement fait penser justement à un slogan féministe des années 70 qui était quand une femme, donc contre le viol, quand une femme dit non, ce n'est pas oui, c'est non. Donc j'ai pas pu m'empêcher de penser évidemment à ce slogan des années 70 féministe, et j'ai complètement loupé la deuxième partie de ta question. Ah oui, sur la répétition, juste viol et prostitution, la répétition. Il y a quand même, c'est juste, je voulais pour faire la transition. Alors, je ne sais pas si tu veux répondre sur Noémie Dibou. Oui, le titre, excuse-moi, parce que c'est vraiment une question. Oui, non, j'ai pas été inspirée par ce slogan. Non, mais pour moi, c'était tellement évident. Ouais. Ben non, moi, le titre, en fait, il m'est venu parce que, encore une fois, dans les nombreuses discussions que j'ai eues autour de la prostitution, souvent, on me dit, oui, mais si la personne consent, si la personne dit oui, je suis comme, mais un instant, le consentement, c'est un concept hyper complexe. Il y a plein de livres, d'ailleurs, des briques qui ont été écrits là-dessus, donc pour dire combien c'est un concept complexe qu'il faut donc utiliser avec beaucoup de nuances. Puis un oui, c'est pas suffisant pour que ça soit un oui consentant. Voilà. Donc, parce que Noémie, dans le film, elle dit oui. Elle dit oui. Bon, mais qu'est-ce que ça vaut? C'est ça. Puis il y avait toute la différence entre consentir et donc céder à une situation qu'il faut absolument tenir en compte. Alors, avant d'aborder la question de la répétition, puis de passer à la deuxième grande question, on va regarder la bande-annonce, parce que ça donne déjà une idée. Partager l'écran.
Je sais que j'ai dit en train de ma fille, mais je sais plus. C'est oui ou c'est non, madame. C'est non. Zach, Théo, ça c'est Noé. Ça va? Zach m'a demandé de faire un scoop pendant la fin. Ça veut dire qu'ils vont work ensemble? Ben non, j'ai pas dit oui. Je me suis avec moi, puis je me suis pas dessus. Puis les temps longs, mais t'es là, c'est client tout le monde, mais sinon t'es vraiment pas obligé. Tu me prends-tu comme ça? Je suis le monde, mais je suis pas une tête. Maté, à n'importe quelle heure, c'est pas grave. Je vais acheter ça. Okay. Have fun, kid. Alors, là, on n'en voit qu'un de la bande-annonce de client. Oui, Voilà. oui, ça m'a demandé. Mais, oui, d'accord. Oui, oui, parce que, bon, voilà. Mais dans le film, donc, on en voit 15 et j'ai dit qu'il y en avait 37. Alors, tu as trouvé un procédé au montage, je crois, pour qu'on puisse ressentir cet acte de répétition, parce que même en montrer qu'un, ça ne suffisait pas. Tu peux dire un peu plus? Quel est ce procédé? Mais je vais tout te gâcher les surprises. C'est pas grave. Allez voir le film quand même. Donc, oui, alors, ce qui m'a surprise donc, pendant l'étape du montage, c'est que même si j'avais donc, j'avais 16 clients au départ et finalement, il y en a 15 à l'écran. Je fais une parenthèse. Il y en a 15 à l'écran parce que, est-ce que je sais pas si je te l'avais dit? Non? Surprise! La surprise, ou enfin l'effarement plutôt, c'est que pendant que j'étais en montage, il y a une jeune donc qui m'avait confié toute son expérience dans la prostitution puis qui était encore prostituée. Donc, à ce moment-là, elle avait 17-18 ans peut-être. Et là, bon, mon film avait été sélectionné pour je ne sais pas trop quel festival. Puis, il y a plein de gens sur Facebook qui disaient félicitations, félicitations. Et là, parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait écrit donc félicitations Geneviève, c'est super. Et donc, cette jeune prostituée m'appelle pour me dire est-ce que tu connais comme telle personne? Ben oui, c'était un acteur dans mon film, c'était un des clients. Puis elle a dit ben en fait, c'est un de mes clients. Voilà. Et c'est un client, en plus, un client, comment dire, qui revenait de façon régulière. Et en plus, apparemment, pas le plus sympathique, à un point tel qu'elle avait demandé, parce que là, elle était rendue, non, elle avait 18 ans, donc elle était rendue sur un site d'escorte. Là, elle a demandé à son boss qu'elle ne voulait plus le voir parce qu'il était trop intense. Alors, voilà. Fait qu'on dit que ça peut être n'importe qui, vraiment, moi, j'en ai eu comme une expérience assez bouleversante. Donc, évidemment, je l'ai enlevé du film. Je l'ai confronté aussi là-dessus, mais je n'ai pas été intéressée à entendre ses raisons, puisque ça ne m'intéresse pas, en fait. Mais je l'ai cancellé, comme on dit. Donc, voilà. Donc, maintenant, il y a 15 clients dans mon film. Mais sinon, on ne révèle pas le procédé par lequel on comprend qu'il y en a 37 en réalité. Non? OK, d'accord. D'accord, voilà. Donc, on vous laisse le suspense pour que vous les découvriez. Peut-être que je peux juste dire qu'il a fallu, en fait, que je trouve un procédé parce que, surprenamment, tu sais, 15 clients, je me suis dit, genre, avoir mal au cœur, ça va être bien assez. Puis, en fait, on ne sentait pas assez l'effet de la répétition. Alors, c'était très surprenant au montage, mais il a fallu que je trouve un procédé pour qu'on sente davantage donc, la violence qui est due à la répétition, qui fait que c'est insupportable pour les personnes qui se prostituent et du coup aussi pour nous en tant que spectateurs, on suffoque avec Noémie, on est aliéné avec Noémie, on n'en peut plus avec Noémie.
Donc, voilà. Effectivement. Et donc, comme ça, je vais pouvoir passer à la deuxième partie qui est vraiment très importante et comme le temps passe trop vite, c'est comment est-ce qu'on fait pour ne pas reproduire la violence pour l'actrice qui est amenée à jouer Noémie qui va donc, qui a donc 15 clients. Et donc, quelles sont toutes les choses que tu as mises en place voilà, qui sont nombreuses et importantes à discuter. Oui. Donc, on a pris vraiment soin de Kelly DePau qui incarne Noémie, qui est une jeune actrice absolument fabuleuse. Vous allez la découvrir dans le film. Une très grande actrice. Mais évidemment, c'est un rôle assez costaud pour elle, fait qu'on s'y est bien préparé. Donc, ce qu'on a fait, d'abord, il y a eu énormément de répétitions, évidemment. Il y a eu beaucoup de répétitions, donc des scènes de prostitution en tant que telles. Alors, on a répété comme dans la chambre d'hôtel où on est allé tourner, on a répété dans cette chambre-là tous les cadres, les mouvements, tout ça que Kelly pouvait approuver. Donc, elle savait exactement, ici on voit un genou, ici on voit un poignet, ici. Donc, elle était vraiment très, était au courant en fait de tous les cadres, puis elle pouvait donc les approuver en quelque sorte en répétition. Fait que tout était prévu, donc il n'y avait aucune surprise sur le plateau, ce qui était fondamental pour que ça se passe bien. Parce qu'il y a plusieurs actrices, malheureusement, qui ont eu des expériences de plateau horribles, comme traumatisantes, fortement désagréables, où elles se sont senties de faire quelque chose, des fois justement des suggestions un peu de dernière minute, alors que une fois que tu es devant la caméra, que tout le plateau te regarde, c'est difficile à un moment donné de refuser de faire telle affaire. Tu t'acceptes parce qu'il y a quand même une grande pression du plateau. Voilà, fait qu'on a évité tout ça. Sinon, j'ai aussi, en fait, donc pour chaque client, il y a 15 clients. Pour chaque client, moi, j'ai choisi 2 acteurs à qui j'ai fait passer des auditions filmées. Et j'ai aussi enregistré une discussion avec eux, donc juste pour qu'on discute de prostitution, de un peu n'importe quoi, mais juste pour vraiment, juste pour avoir une idée de qui est la personne, finalement, qui est l'acteur. Puis ensuite, j'ai regardé tout ça donc avec Kelly, mon actrice, et c'est elle qui a choisi l'acteur avec qui elle allait jouer, donc ces 15 scènes-là. Fait qu'elle avait un pouvoir là-dessus, de choisir la personne avec qui elle avait une meilleure intuition, disons, avec qui elle se dit, ah oui, cette personne-là, je vais me sentir bien de jouer avec lui, on va choisir. Fait que voilà, j'ai laissé ça. Puis sinon, sur le plateau, on avait une coordonnatrice d'intimité. Pour être honnête, sur mon plateau, elle ne s'est pas tant occupée de Kelly, elle s'est plus occupée des clients qu'il fallait aussi très bien encadrer parce que les acteurs, pour eux aussi, c'était un défi de jouer ça. C'est pas facile de débarquer sur un plateau et de devoir jouer une scène de prostitution qui finalement n'est pas si longue. Donc, bon. Fait qu'elle était très bien encadrée. Puis Kelly, donc, était très bien encadrée sur le plateau aussi. Et elle a demandé à ce que sa meilleure amie soit sur le plateau, ce qu'on lui a évidemment accordé. Donc, sa meilleure amie était comme assise dans la chambre, puis elle pouvait toujours avoir un regard avec elle, peu importe, puis elle pouvait juste discuter avec elle, boire un café, whatever, mais c'était vraiment comme une présence sécurisante pour elle. Et finalement, Kelly a demandé à ce que toute l'équipe technique porte des oreilles de lapin pendant ces 5 jours, donc à l'hôtel, ces 5 jours de tournage pour les scènes de prostitution. Puis toute mon équipe a embarqué. J'ai tourné avec une équipe exceptionnelle. Fait qu'on avait toutes des oreilles de lapin en peluche. Et ce qui fait que, bon, Kelly, après les scènes de prostitution, quand elle se levait la tête, elle avait un groupe de lapins qui était là. Puis donc, ça dédramatisait un peu le truc, puis elle se sentait comme supportée. C'était sa façon, pour elle, c'était son besoin qu'on la supporte de cette façon-là, entre autres choses. Fait que voilà. C'est tout ça. Ça vient quand même un peu enfin, je ne sais pas si c'est pareil dans tout le cinéma, mais on a tendance à dire que c'est le metteur en scène, enfin, le réalisateur, je dis exprès le réalisateur, qui a tout pouvoir dans le film, etc. Alors ça, c'est quelque chose qui change parce que MeToo ou parce que toi, tu avais conscience de ça de toute façon, mais au-delà, est-ce que ça change aussi avec MeToo? Moi, je pense que, franchement, j'ai l'impression qu'en tant que réalisatrice, il y a un rapport au corps qui est à la nudité, qui est peut-être plus, comment dire,
viscérale. Enfin, moi, j'avais une sensibilité de facto par rapport à ça, puis je vais toujours l'avoir sur tous mes plateaux, en fait. Comment je filme les femmes, qu'est-ce que je leur demande en termes de nudité, en termes d'action. Bon. Fait que ça, je pense que ça quand même, je pense que plus il va y avoir de réalisatrices, en fait, plus les représentations vont être différentes, puis peut-être plus positives dans ce sens-là. Puis sinon, oui, moi, je pense que le mouvement MeToo, en fait, ça marque vraiment un avant et un après, entre autres dans les représentations. Puis dans les scénarios aussi qu'on écrit simplement. Je sais que chez nous, ben, nous, on est chanceux au Québec et au Canada, mais je suis super fière de mon pays pour ça, en tout cas. Là. Je ne suis pas fière que la prostitution soit un fléau, mais je suis fière que dans les institutions qui financent le cinéma, en fait, nous, on a la parité au Québec parce que les institutions se sont engagées à financer de façon paritaire les hommes et les femmes quand ils présentent des projets de films. Donc, ce n'est pas une question de budget, c'est vraiment une question de nombre. Fait que s'il y a 10 projets qui sont choisis, il va y avoir 5 projets d'hommes, 5 projets de femmes. Ce qui fait qu'on a une parole, nous, qui s'est diversifiée au Québec et au Canada dans les dernières années. C'est assez génial. Mais ce qui fait qu'il y a plein de choses qui changent à cause de ça. Donc, les récits ne sont pas les mêmes. La façon de filmer n'est pas les mêmes. Je pense que c'est vraiment bénéfique pour toute la société, en fait, là, pour qu'on soit en contact avec des nouvelles représentations, finalement, entre autres de la femme. Tu dis sur les représentations que ça a eu un impact tout, bien sûr. Après, pour l'exemple de la France, en l'occurrence, il y a eu quand même déjà beaucoup de changements, évidemment, en amont, à partir des années 70, là encore, en particulier sous l'impulsion du mouvement de libération des femmes. Mais quoi qu'il en soit, les représentations qu'on peut trouver dans le cinéma des femmes, outre leur diversité en un instant T, de manière synchrone, c'est évidemment au fil du temps qu'elles se transforment énormément. Mais outre la question des représentations, ce que tu disais sur ce qui se passe sur les plateaux, là, je pense que ça a vraiment quand même changé quelque chose, puisque c'est pas que les femmes ne parlaient pas de ce qui leur arrivait. Par exemple, là, j'ai retrouvé dans un texte, dans une publication des années 70, il y a un texte de Mishka Gorky qui s'appelle « Art dramatique ou prostitution ». Donc, en fait, il y a plein de choses qui ont été dites, mais comme ça a été beaucoup dit pour le coup depuis MeToo, c'est aussi qu'on n'a pas entendu la parole de ces femmes qui ont quand même parlé. Et là, quand j'ai relu là, son texte tout à l'heure, elle parle de réalisateurs proxénètes qui paient leurs comédiennes, qui de plus sont obligés par la force des circonstances ou la force tout court de satisfaire pour le même prix des hommes excités par l'ambiance aphrodisiaque des nécessités de tournage. Elle parle d'une nouvelle forme d'esclavage. C'est hyper explicite. Donc des textes comme ça, en fait, on en a, pareil, dans le livre de l'oppression des femmes, là, j'ai retrouvé un truc aussi assez incroyable, pareil, il y a tout un chapitre qui s'appelle Le lit, et ensuite un sous-titre qui s'appelle Bite et bite et ratata, mais c'est exactement ça aussi, ce qui se passe avec un producteur. Franchement, c'est du MeToo, simplement, ça n'a pas été... c'est des paroles qui n'étaient pas entendues et pas forcément non plus, évidemment, aussi nombreuses que depuis. Et ensuite, par rapport à des choses qui ont pu se passer encore là assez récemment, quand même, quand on pense à l'affaire Brissot en 2005, pour la France, s'il n'y a pas si longtemps, toute la profession du cinéma, quasiment j'ai retrouvé les signataires de la pétition de 2005 en soutien à Brissot, qui finalement a été condamné à 1 an de prison avec sursis et 15 000 € d'amende pour harcèlement sexuel sur de jeunes comédiennes. Et ensuite, il a été condamné en appel pour agression sexuelle sur une troisième. On ne parle jamais quasiment du jugement d'appel. Il y a au même moment les Inrecuptibles qui lancent une pétition avant même le jugement. Donc c'est parce qu'il y avait des comédiennes qui avaient dénoncé en fait ce qui s'est passé, notamment donc des essais pour un film qui n'était pas du tout un film en fait, qui était simplement que lui-même enregistrait en fait des séquences et demandait à des femmes de se masturber en fait devant la caméra. Et donc là en l'occurrence quand même, avant même le jugement, une pétition dans les Inrecuptibles signée donc par énormément de gens de la profession qui disaient nous aimons les films de Jean-Claude Brissot, nous avons vu et admiré aussi toute une série de films, la manière dont certains médias ont rendu compte du procès qui lui est fait nous semble insupportable, c'est un artiste blessé. Jean-Claude Brissot n'est pas seul, nous sommes à ses côtés, nous le soutenons et nous attendons ses films à venir, tous ces films. Alors je ne parlerai même pas de Polanski, mais là, évidemment, c'était en fait l'affaire Brissot, c'est
extrêmement intéressant à analyser à l'aune, évidemment, de MeToo aujourd'hui. Et quand même, dans un livre en 2006, alors même qu'il est condamné, L'ange exterminateur entretient avec Brissot, donc, par Antoine Debec. Il y a plus de 10 pages sous le titre « La logique du bouc émissaire ». C'est assez atroce, quoi. Donc oui, MeToo a changé quelque chose, ça c'est sûr que ce serait plus possible de la même manière aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que certains n'en pensent pas moins. mais oui, ça a évolué. Et d'ailleurs, quand on voit les signataires de la pétition que je citais tout à l'heure, des Inrecuptibles en 2005, dans les signataires, il y a des gens qui, heureusement, je le sais, ont vraiment changé de position. Ils ne signeraient plus ce type de... Voilà, qui, à mon avis, ne sont pas sûrs de leur signaler. Peut-être qu'on peut montrer les livres. Ouais, voilà. Là, les intéressants. Pardon, excuse-moi, voilà. On va éviter de montrer. Voilà. Voilà. Non, c'est ça. Mais bon, c'est tout un contexte. Et je pense que vraiment sur ce qui se passe sur les plateaux et sur le fait que aujourd'hui aussi, parce qu'à l'époque juste de Brissot, la DFT, l'association contre les violences faites aux femmes au travail, avait rédigé un communiqué. Il y avait aussi la Maison du Cours qui s'était positionnée. Mais ça ramait beaucoup, c'était compliqué à l'époque. C'était des paroles quasiment pas entendues. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est considéré là comme véritablement un problème en contexte de travail aussi. Voilà, ce n'était pas identifié comme tel en 2005, en tout cas dans le contexte français. C'est effarant. Alors, par hasard, ce week-end, alors que j'avais en tête cette soirée, j'ai visionné, partiellement pour l'instant, un film reçu dans le cadre du festival Femmes en Résistance que j'organise, sur les femmes cascadeuses dans le cinéma. Et alors là, j'avoue que j'y avais jamais pensé. Tout le monde connaît les cascadeurs, les hommes qui sont renversés par une voiture et dont on sait finalement que c'est un gros risque et que tous ont souvent des fractures, des opérations, etc. Mais il y a aussi des femmes cascadeuses qui se mettent devant les voitures pour être écrasées, mais elles sont aussi cascadeuses de la violence conjugale ou de la violence envers les femmes. Et ça, je n'avais jamais pensé. Donc, pour certaines scènes de brutalité envers une femme, une prostituée, une femme prostituée, etc., il y a des femmes qui sont chargées de recevoir les coups, chargées de tomber brutalement, chargées de tomber dans l'escalier. Et on se rend compte en les écoutant que tomber dans un escalier, elles vont devoir négocier ou leurs agents négocier à la lecture du scénario pour pouvoir ne pas être en petite robe sexualisée. Mais quand même, il y a des metteurs en scène qui veulent absolument, des réalisateurs qui veulent absolument qu'elles soient en petite robe. Évidemment, le risque de fracture, de bleu, etc. est bien plus important. Et ça, j'avais jamais pensé. J'ai dit, mais c'est aussi pour éviter une forme de violence, pour représenter à tout prix la violence de façon soi-disant la plus réaliste possible, on fait subir à des femmes, en l'occurrence cascadeuses, des violences directement, là, elles sont sans préoccuper. Et là, j'ai trouvé ça incroyable. C'est très intéressant. Voilà, donc pour parler un petit peu moi aussi, bon, le film est très marquant, il reste longtemps, même si on n'a pas vu des choses violentes comme d'habitude, on a compris, on a ressenti ce que vivait Noémie, donc ça nous accompagne longtemps. À mon avis, la fin est très importante à cet égard aussi, parce que, bon, on ne va pas la raconter complètement, mais on dit que tu as choisi une fin qui n'est pas tout négative, peut-être pas tout positive, mais plutôt positive. Et moi, j'ai senti que, pour moi, très clairement, si la fin avait été horrible, j'aurais pas pu adhérer complètement au film. Voilà, qu'est-ce que tu as voulu avec la fin? Ça a été beaucoup de tergiversations la fin. Comme souvent, peut-être la fin, c'est très important dans un film, évidemment. C'est ça avec quoi on laisse le public. Puis il y a eu des fins très noires, en fait. Il y a eu des fins plombantes parce que la réalité, c'est que, bon, c'est ça. Donc, dans mon film, il y a une certaine lumière, disons-le comme ça, mais cette lumière-là est assez rare, en fait.
C'est-à-dire que là, Noémie a fait 3 jours de prostitution pendant le Grand Prix de Formule 1, mais d'habitude, la plupart du temps, ça ne s'arrête pas là, en fait. C'est le début de quelque chose. C'est vraiment comme l'engrenage est parti, puis c'est compliqué de s'en sortir. Sauf que moi, j'ai pas pu, je pense humainement simplement, j'ai pas pu laisser mon personnage donc dans la totale noirceur. Peut-être à cause de toutes les filles et les femmes que j'ai rencontrées qui ont été dans la prostitution, je pense que je souhaitais en fait leur donner un certain espoir, tu sais, parce que moi, je suis derrière elles de tout mon cœur. Puis voilà, j'avais pas envie de terminer sur une fin qui soit plombante. Mais, tu sais, je me suis fait reprocher aussi. C'est-à-dire que j'ai les 2 réactions. J'ai la réaction de merci pour la fin lumineuse, j'avais besoin de ça, sinon je n'aurais pas survécu à ton film. Puis il y en a d'autres qui disent, ben, la réalité, c'est pas ça comme de façon générale. Alors pourquoi est-ce que tu as voulu embellir et tout ça? Bon, vous aurez votre propre opinion à vous faire quand vous verrez le film, mais en tout cas, ça a été un petit débat. Mais on sent très fort, juste pour aller dans ce que tu dis, moi ce que je sens extrêmement fort dans ce film, c'est une véritable vitalité. Oui. Et on en a besoin. Et la vitalité qui passe beaucoup par la colère, beaucoup par des cris, beaucoup par des gestes brusques dans les poubelles. Voilà, casser des choses. Mais on sent cette colère, cette révolte finalement aussi justement, et qui est très proche de cette vitalité qui n'est pas exposée. Et pour moi, c'est par rapport en tout cas au personnage de Noémie tel que tu le campes depuis le début et avant la bascule, extrêmement cohérent. Et justement aussi dans ce non-oui, et puis la mère, et voilà, tout ça. Ce qu'on voit bien dans la bande-annonce, en fait. J'avais pas tilté sur le fait que le non-oui, il y a aussi une résonance, évidemment, avec la mère. Voilà. Mais c'est vrai, c'est très juste. C'est vrai que Noémie, c'est un personnage, contrairement à plusieurs personnages, encore une fois, de prostituées mineures, disons. Noémie, je veux dire, elle a un gros caractère, elle brasse de l'air. Elle est punk, hein? Oui, exactement, elle écoute de la musique punk, exactement. Donc, elle écoute de la musique punk, ouais. C'est vrai que ça lui donne, comment dire, ça lui donne une longueur d'avance en quelque part. Parce qu'elle a une grande vitalité, effectivement, malgré tout. Elle est très politique, en fait. Elle a une manière d'être extrêmement, je trouve, politique. Oui, mais alors, ça lui donne une longueur d'avance, certes, mais ça rend le côté implacable du système prostitueur, ce qu'on a dit du proxénète qui peut être en apparence celui qui va venir combler évidemment les besoins d'affection, mais qui peut être en apparence adorable, etc. Mais c'est implacable, une espèce de fatalité. En fait, il y a un système, ça montre qu'il y a un système qui est là et qui fait que des filles dans la situation de Noémie, aussi fortes soient-elles, ont malheureusement des risques énormes de se retrouver dans la prostitution. Et je me permets d'évoquer le film de sensibilisation qu'on a fait au Mouvement d'Uni il y a 2 ans, il y a 1 an et demi, qui s'appelle Le Piège, qu'on a voulu un film interactif. C'est une fille de 15 ans aussi, c'est Emma, c'est pas Noémie. Et elle, sur son chemin, à plusieurs moments, on demande aux spectateurs, aux spectatrices, qu'est-ce que vous pensez qu'elle va choisir? Et en fait, quel que soit le choix fait, le résultat va être le même. Parce qu'en fait, c'est pour dire que c'est pas, voilà, c'est pour démonter la question du choix, mais pour dire que de toute façon, il y a des forces en face qui, quelle que soit la force de Noémie, de la victime, sont là pour la faire tomber. Et donc, si l'ensemble de la société ne s'y met pas, comme dans le cinéma, sur les plateaux, etc., ne les entend pas, ne les écoute pas et n'est pas là pour les soutenir, ça ne marche pas. Or, on voit bien aussi toutes les défaillances de la société dans le film. Je ne sais pas si on a peut-être des questions. C'est le moment de poser vos questions dans le formulaire pour ça. Alors, je vois Cécile Latteul qui disait c'est pas affiché sur Allociné, le film est sur Allociné, hein, je précise. La bande-annonce y est. Voilà. La bande-annonce qui est fiou, comme il est en vidéo au début. Ben non. Non, voilà. Voilà, donc pour l'instant, Lina, je ne crois pas qu'il y ait de questions. Peut-être toi, t'en as une? Non, pas de questions dans le chat, juste des petites observations. Mais sinon, merci beaucoup, c'était passionnant.
Et Mathilde et moi, on a vu le film effectivement avec l'équipe il y a quelques mois et on était extrêmement d'abord bouleversés par la crudité de la violence des clients, mais aussi un peu réconfortés de voir que toute cette vitalité-là, une fin aussi qui est un peu moins noire. Mais moi, ça fait longtemps que j'avais pas été autant marquée par un film. Enfin, j'y ai repensé la nuit, j'y ai repensé pendant mes footings. Enfin, ça m'a vraiment, pour l'expérience viscérale, c'est réussi, quoi. Merci, ça me fait plaisir. Alors, entre-temps, j'ai aperçu une question de Claudie Lestellier. Quelle projection débat à Paris et où? Donc, comme je disais au début, il y a une avant-première lundi prochain à 20h15 à l'UGC Les Halles. À ne pas manquer. Si vous souhaitez, on peut même vous y inviter. Bon, pour ça, il suffit de m'écrire à communication@mouvementdudou.org. Lina a mis les coordonnées dans le chat au début. Voilà, et sinon, le film il sort le 26 avril sur les écrans, donc il faudra absolument aller en masse le voir dès le début. Je pense qu'il y aura peut-être d'autres avant-premières à Paris, mais je ne sais pas encore. Mais moi, je sais. Ah, alors, Oui. dis-nous. Il y a une autre avant-première à Paris le 15 avril, 5 jours plus tard. Alors, c'est au Grand Rex. Mais c'est dans le cadre d'un festival qui s'appelle Cinema for Change. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas. Voilà. Alors, si vous ratez l'avant-première à l'UGC Léal, il y a toujours la possibilité d'assister. Et tu seras là à chaque fois? Oui. Pour accompagner les filles? Oui, absolument. Toujours. Et alors, pas dans toutes les avant-premières en France, parce que je ne peux pas être partout. Et en plus, elle sera aussi. Pas de clonage. Voilà. Elle sera aussi pendant 2 jours du nouveau au Québec, l'équivalent des Césars québécois. Canadien. Canadien, c'est canadien. Okay. Oui, malheureusement, depuis César québécois. Ouais. D'accord. Voilà, et sinon, si vous n'êtes pas à Paris, parce que c'est aussi, il y a beaucoup d'avant-premières aussi, mais donc, comme je vous disais, sur mouvementdudou.org, Lina a mis le lien, vous pouvez retrouver toutes les dates. Là, ce soir, il y a Xenia de Limoges, qui est notre toute dernière nouvelle antenne de Limoges, qui nous écoute ce soir et qui est là, donc vous pouvez pas se rencontrer, voilà. Dans nos délégations, on a eu Lille déjà, on a eu le Val-de-Marne au Festival international de films de femmes de Créteil où le film était présenté. On aura Tours, il y a eu Le Mans hier, Toulouse, Montpellier, le Fort-de-Bièvre, Marseille, voilà. Et La Rochelle, Poitiers, on n'est pas. Mais alors, sinon, le film passe à Metz, à Nantes, aussi le 14 avril. Voilà, donc il y a beaucoup d'occasions encore de le voir. Il faut le voir. Et peut-être d'autres questions? Et le revoir. Il y a des questions dans le chat. Donc, une question de Clarisse Gillier. Comment êtes-vous rentré en contact avec les personnes qui vous ont parlé de leur expérience et est-ce qu'elles vous ont donné leur avis sur le film? Oui, c'est une bonne question. Donc, ça a été compliqué de trouver des adolescentes qui étaient prostituées. Je suis passée par les centres jeunesse, en fait, parce qu'il y a beaucoup de jeunes prostituées mineures qui, soit elles étaient déjà dans le centre jeunesse, soit on les place en centre jeunesse après qu'on les ait trouvées dans des conditions de prostitution. Donc, c'est à travers les centres jeunesse que j'ai réussi à les rencontrer, mais ça a été un long processus parce qu'évidemment, les centres jeunesse, puis avec raison, des fois, les portes comme ça, n'importe qui veulent interviewer les jeunes filles sur leur expérience. On s'imagine bien qu'il y en a plusieurs d'ailleurs qui ne veulent pas en parler. Mais j'ai persévéré, donc je suis parvenue à rencontrer quelques-unes. Sinon, pour les femmes qu'on appelle les survivantes, qui ont quitté la prostitution, qui étaient majeures, ça, je suis passée par un groupe, par plusieurs groupes. Nous, on a le mouvement, on a pas le mouvement, mais la clé. C'est un peu oui, on est dans la même coalition internationale. Ça, exactement. Donc, elles m'ont aidé à rencontrer des femmes. Puis il y a tout un groupe qui s'appelle les survivantes, qui est en lien aussi avec les corps de police et tout ça. C'est des femmes, en fait, qui étaient dans la prostitution,
maintenant travaille, dans le fond, pour former, entre autres, justement, les policiers, des juges, ou aller dans les écoles, bref, pour sensibiliser les gens à cette réalité-là. Et sinon, oui, c'est ça, la réaction. Mais en fait, j'ai des super réactions de la part de personnes qui ont été dans la prostitution. Évidemment, c'est les témoignages qui me détestent le plus. C'est super touchant. Puis ce que je reçois comme témoignage, en fait, c'est que pour la plupart, en fait, ils n'ont jamais. C'est la première fois qu'ils voient un film qui reflète vraiment leur réalité. Voilà. Puis, donc, ils sont très touchés par le film. Puis aussi, donc, ben ça, c'est en général. Il y a des gens donc, qui viennent voir le film ou qui m'écrivent après sur Facebook ou Instagram pour me partager ça. Non, les femmes, les filles et les femmes que j'avais interviewées pour mon film sont toutes très contentes du film. Les enfants sont fiers que leur parole ait servi à quelque chose. Ils sont fiers que ça n'a pas juste été de vampirisme. Non, c'est-à-dire tu vas chercher des informations puis t'enfermer. Et la semaine dernière à Lille, bon, elles ne se sont pas présentées comme telles, mais c'était des femmes qui ont été. Il y avait des femmes, dont une a témoigné pour notre revue sur les sociétés qui étaient là, qui l'ont vu et qui ont fait le film pour les super. Il y a une autre question sur comment se sont passés les premiers débats après les avant-premières. Hier, on en avait un au Mans. Le Mans ou le Mans? Le Mans. C'est le Mans, mais on dit au Mans. Ah, d'accord. Tu as été au Mans. D'accord, j'allais à Le Mans. C'est un super débat, en fait. Il y a des beaux débats, beaucoup de questions. C'est jamais. Des fois, les débats, c'est angoissant, c'est seulement qu'il va y avoir des questions qui ont crainte, sinon. Mais c'est toujours des débats super intéressants, des gens qui partagent ce qu'ils ont ressenti, ce qu'elles ont ressenti. Beaucoup de questions sur la prostitution, évidemment. Des questions sur comment. J'aime beaucoup les débats. C'est pour ça que j'aime la tournée aussi, c'est que c'est rare en fait qu'on puisse avoir la chance comme cinéaste de vraiment aller à la rencontre de la société. Souvent, on fait ça dans les festivals, mais sinon, le film ici dans les salles, dans les polices. Ensuite, il y a une petite remarque de Xenia qui dit « Je suis la déléguée du MDN 87 à Limoges et qu'elle a hâte de vous voir. » Donc, elle sera là aussi après l'avant-première du film à Limoges. Et enfin, une question de Claudine. Est-ce que ces très jeunes filles avaient conscience de ce qui leur avait été imposé? Quelle analyse en avait-elle? Oui, alors lesquelles sont filles? J'ai pas compris. Est-ce que les très jeunes filles avec qui vous avez pu discuter avaient conscience de ce qui leur avait été imposé? Et est-ce qu'elles en faisaient une quelconque analyse? Oui. Au moment où je les ai rencontrées, oui. Après, je pense que ça arrive, en fait, c'est bien placé pour le savoir, mais ça arrive au début, quand ils commencent dans la production, quand ils sont vraiment embrouillés, en fait, dans cette réalité-là, ils ne sont pas nécessairement fixés par rapport à ça, ou ils ne conçoivent pas que c'est de l'exploitation, tout ça, ça peut prendre un moment. Mais moi, les filles que j'ai rencontrées, ils étaient toutes conscientes et ciblées, évidemment, de ces amis. D'ailleurs, Noémie, on a l'impression qu'elle est toujours consciente. Je ne sais pas ce que ça s'appelle. Alors, dans le film, c'est dit escort. Oui. C'est pas. Voilà, évidemment, c'est un mot pour visibiliser la réalité et la violence. Mais elle est consciente tout le temps, en fait, de ce que c'est. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui. D'ailleurs, je dois dire, en quelque part, mais ça, c'est les filles, les femmes, contrairement à Noémie, vont beaucoup plus stimuler le désir. Ils vont stimuler qu'elles ont du plaisir, que c'est formidable, que le client est donc intéressé. Voilà. Mais moi, je n'ai pas pu aller là, puis je dirais, Kelly non plus n'a pas pu aller là. Je l'ai écoutée là-dedans. C'est-à-dire qu'elle était comme, non, c'est pas vrai que Noémie est bien. Fait que, elle a joué, donc, en étant donc toujours consciente, effectivement, de la position dans laquelle elle était, puis que ça allait juste être 3 jours, puis voilà. Mais sinon, sinon, dans les faits,
j'ai un peu dérogé à la réalité de ce que quoique, il y a des filles à un moment donné qui ont rien à foutre, et qui vont avoir un visage bête, puis ça leur tente pas, puis les clients, ils vont peut-être passer un commentaire, mais ça les empêche pas de faire ça. Ça ne empêche pas de dire c'était bien. Hein, voilà. Oui, exact. Et ça me fait penser, en fait, moi j'ai l'impression quand même que dans les productions cinématographiques, comme dans les livres, il y a un certain nombre de livres qui commencent à parler des clients. Donc évidemment, c'est voilà, le plus emblématique de ça. On a reçu la semaine dernière un livre qui sort la semaine prochaine qui s'appelle Ce n'est pas un projet d'avenir de Louise Brézin, c'est un pseudo. Et donc que je viens de terminer. Alors c'est absolument, je crois que Grasset, dans les éditions Grasset, elles mettent un couche devant, un bandeau, voilà, aussi, et qui parle de qu'est-ce qu'elle pense des hommes après 800 clients. Ah, wow. Et donc, mais en fait, c'est absolument sidérant. Elle décrit tout de tout ce qu'elle voit des clients, et en disant que elle est masseuse, que tout est choisi, elle pose très très bien ses limites. Mais voilà, ce défi des clients fait qu'à la fin, les hommes et la prostitution est petite. Non, mais ça, c'est super intéressant. Moi, ce témoignage-là, je trouve que c'est parmi les plus importants. Tous les témoignages sont importants, mais en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que justement, ça vient contrecarrer l'argument comme quoi si tout est choisi, si tout est contrôlé, si tout se passe dans les meilleures conditions, il n'y a pas de problème. Alors que le problème de la prostitution, c'est que peu importe de la façon dont on est constant, peu importe si on est constant à fond, puis que c'est dans les meilleures conditions possibles, ou qu'on y est forcé, dans tous les cas, on va subir les conséquences de ça. À partir de ce moment-là, je ne vois pas comment on peut la cautionner. Et une autre question du coup pour Hélène. Peut-on avoir la référence du film dont vous parliez, qui rassemble Monique Wittig, Kate Millett et Christine Delphi? Absolument. Kate Millett parle de la prostitution avec des féministes, qui est un film du collectif Vidéa de 1975. Derrière le collectif Vidéa, il y a Anne-Marie Faure, Isabelle Fraisse, Catherine Laourcade et Singuerin. Et il est en distribution au Centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Et si je ne m'abuse, dans le fond, Images de la culture aussi du CNC, ça c'est à vérifier, je crois. Et pour celles et ceux qui sont à Paris, dans un certain nombre d'institutions de consultation, notamment la Bibliothèque nationale de France. Mais sinon, sur le site du Centre Simone de Beauvoir. Bien impressionnant. Oui, et on l'avait diffusé en partenariat avec Dominique Bondini à Femme en résistance il y a quelques années. Il est vraiment très intéressant, notamment pour comprendre la confusion qu'il y a en permanence entre l'idée de lutter contre la prostitution et d'être aux côtés des personnes en situation de prostitution. Lutter contre la prostitution, donc peut-être contre nous, voilà, toute cette chose qui est mise en débat. Oui, c'est ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça prend vraiment la forme d'une discussion. Elles sont toutes les trois assises par terre, c'est de la vidéo des débuts, c'est noir et blanc. Et effectivement, là, j'ai en fait la notice que j'avais faite à l'époque pour l'image de la culture, donc c'est bien dans le fond du CNC. Effectivement, dans cette discussion informelle, il y a plein de thèmes qui sont évoqués, donc le mépris et la répression subie par les prostituées, l'oppression de la chair et de l'esprit, c'est les formules qui sont aussi employées, l'hypocrisie de la loi qui les condamne à payer des amendes, le soutien des féministes, et là c'est très développé, à leur lutte et à leurs revendications, les rapports entre prostitution et lesbianisme. Et pour Kate Millett, il y a vraiment cette idée, elle le développe, que finalement les féministes sont, en tant que parias sexuels, entre guillemets, sont à l'avant-garde du mouvement des femmes. Et elle développe tout un discours vraiment de solidarité. Et, nous sommes toutes sœurs. C'est un document extrêmement intéressant de 25 minutes. Voilà, donc, Il n'y a pas d'autres questions sinon. s'il n'y a plus de questions, on va pouvoir vous remercier grandement d'être là, vous rappeler que voilà, c'était le lundi de prostitution et société, la revue trimestrielle du Mouvement d'Uni, que vous pouvez y retrouver un entretien que j'ai fait avec Geneviève,
Et bien sûr, voilà, le est partout dans ce numéro. Excellent entretien. Hein. Enfin, vraiment. Et la chronique du film également, que je vous rappelle que vous pourrez voir à partir du 26 avril et souvent en avant-première auparavant, comme vous pouvez voir sur notre site. Voilà. Par ailleurs, cette rencontre, vous pourrez la voir ensuite en replay et la diffuser à d'autres si ça vous a intéressé. Vous allez recevoir un mail de Zoom dans 2 jours qui vous donnera le lien. Voilà, un grand merci Hélène, un grand merci Geneviève d'avoir pris le temps de venir. C'était vraiment super. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.